Donc effectivement, l'IA, c'est un peu le buzzword en ce moment et tout le monde en parle de différentes façons. Et c'est également aussi un outil magnifique, on peut faire plein de choses avec. En tout cas, ça fait partie de l'histoire et aujourd'hui, on a besoin de le comprendre, mais aussi surtout de l'apprivoiser et de comprendre que c'est un nouvel espace, une nouvelle surface d'attaque avec des nouveaux enjeux qui nous ramènent un peu dans le passé des fois, on va le voir, et donc il faut l'appréhender. Donc rapidement, Stéphane Benoliel, je suis responsable des offres en cybersécurité pour Axians, donc on est intégrateur et dans la cyber depuis pas mal d'années, assez intéressé par les technologies de l'IA. À titre personnel mais aussi professionnel et on essaye d'avoir un peu cette vision de comment l'imbrication de l'IA, alors peut avoir plein d'idées sur l'IA, on parlait du SOC avant, l'IA peut être un fabuleux outil pour le SOC à condition de bien le maîtriser, mais au-delà de ça c'est un outil pour tout le monde. Donc on va je vais vous parler rapidement d'Axians Cybersecurity. Derrière, c'est quelle est la nouvelle surface d'attaque que représente aujourd'hui l'IA. Est-ce qu'on peut avoir une IA qui est cybersécurisée quelque part, une IA sûre, ou est-ce qu'on est contraint à devoir faire avec? Et finalement, on a l'usage de l'IA, mais aussi la construction des IA qui peut être quelque chose d'intéressant, et comment on peut avoir une démarche pour construire une IA sécurisée. Donc Axians, rapidement, quelques slides. On fait partie du groupe Vinci, on est l'acteur IT du groupe. Présent dans 38 pays et en France on représente un petit 500 millions avec 62 implantations, donc une très grosse couverture géographique et avec pas mal de métiers chez nous. Et notamment dans les métiers, on va retrouver de la cybersécurité, bien sûr, du network, de la partie stockage, infra, tout ce qui est autour de la gestion de la donnée. Et en fait, au-delà de ça, dans la data analytics, avec des gens qui sont spécialisés dans l'IA notamment. Axians Cybersécurité, c'est aujourd'hui à peu près 10% du chiffre d'affaires d'Axians en France, donc 50 millions. On a un SOC 24/7 avec des équipes qui travaillent quotidiennement sur ces défis de cybersécurité. On a une implantation avec des MSSP en région, donc l'idée c'est d'être près de nos clients sur la réaction d'incidents. On a une détection centralisée, mais derrière il faut être près de nos clients pour bien les connaître et pouvoir réagir. On gère à peu près aujourd'hui 1200 utilisateurs dans notre SOC avec 28 analystes et 150 experts en cybersécurité globalement sur le territoire. Donc l'IA. L'IA, c'est une nouvelle surface d'attaque. Globalement, dans la santé, on a eu une adoption assez rapide de l'IA, alors qui date pas de ChatGPT et des LLM, hein, les moteurs aujourd'hui, alors qui n'étaient pas forcément basés sur du LLM, mais plutôt sur des réseaux neuronaux pour faire de la détection d'images de cancer ou autre. C'est quelque chose qui est qui n'est pas tout à fait nouveau, mais malgré tout, l'arrivée des LLM change complètement la donne, en tout cas en termes de cybersécurité. Donc déjà, si on regarde quelques statistiques intéressantes, un médecin sur 5 utilise ChatGPT dans sa pratique de tous les jours. Et la question c'est est-ce que c'est bien, pas bien, voilà. Donc on va voir ça. 73% des établissements de santé français ont prévu d'investir significativement dans l'IA dans les 2 années qui arrivent. Et 37% des salariés français utilisent l'IA, on va dire affirmant ne pas informer leur hiérarchie. Donc c'est un certain nombre de choses qui posent quand même des soucis. Donc on a déjà sur la partie utilisation de l'IA par un médecin, c'est les fuites de données, parce que un médecin va quelque chose de très simple et très facile, faire un compte rendu avec un document, on fout ça dans ChatGPT, on dit fais-moi un compte rendu, et ça marche bien. On ne sait pas ce que la donnée est devenue par contre, ça c'est une vraie problématique. Et puis l'IA, elle affabule.
Donc en fait, ce qu'on a dans l'IA est pas forcément un résultat complètement tout à fait correct. Et c'est pas le but de l'IA est de donner une réponse. Et quand il n'a pas la réponse, il trouve une solution qui est la plus probable et pas la plus vraie. Investir dans l'IA, je pense que c'est une bonne chose, mais une grande majorité des entreprises françaises ne mettent pas en place les mesures nécessaires pour pouvoir maîtriser les risques de l'IA. En fait, on va aujourd'hui dans l'application, mais pas forcément dans comment il faut le faire. Et l'utilisation de l'IA par tout le monde, finalement, dans les entreprises, ça introduit un nouveau concept qui est le Shadow AI, qui est en fait une partie du Shadow IT. Et donc ça fait de la fuite de données, on a des problèmes de non-conformité avec RGPD et autres. Donc l'adoption de l'IA, ça engendre effectivement de nouveaux risques, on peut le voir. Il y a pas mal de choses et on va rentrer un peu dans le détail. Et il faut bien prendre les deux cas d'usage, c'est que ce soit l'usage de l'IA comme IA public, je vais sur ChatGPT, sur Perplexity ou autre, tout un tas d'IA qui existent aujourd'hui pour faire pas mal de choses. Ou alors, dans le cas de développement d'une IA privée, parce que je me dis, moi, je veux avoir des IA qui vont utiliser mes données, mais chez moi ou dans un data center HDS ou autre, mais c'est mes données et comme ça, je maîtrise le sujet. Mais c'est pas si simple que ça. Donc déjà, les tests des moteurs LLM aujourd'hui. Cisco a une équipe de recherche en IA et en analyse, et ils ont fait des tests sur les moteurs de données LLM du marché. On va retrouver du Llama, du GPT, du Claude ou autre, peu importe. Et en fait, on s'aperçoit quelque chose, c'est que globalement, ils sont pas bons ces moteurs. En fait, les chiffres, c'est le taux de réussite au test de jailbreak. Donc en fait, globalement, les moteurs n'ont pas été conçus pour être performants, sécurisés. Alors, ils progressent, c'est évident, mais ils ont été conçus pour répondre à un besoin. Et donc, dans le cas de l'utilisation des IA, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on va sur ChatGPT et puis on peut lui faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais aussi dans l'intégration des IA privées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comment on construit une IA privée? On va prendre un modèle de données qu'on va récupérer, qui sont souvent open source ou autres. On va l'intégrer dans son infra et on va faire des choses. Mais ce moteur, est-ce qu'il est fiable? Donc c'est quelque chose d'important. Alors on a quelques exemples où l'utilisation de l'IA a mené à des situations un petit peu compliquées. Donc Air Canada qui a mis en place un chatbot pour ses utilisateurs pour permettre de faire une variation automatique des billets en fonction du coût du carburant. Et il se trouve que le chatbot il a été pas performant et il s'est un petit peu trompé et que finalement les billets étaient pas liés et qu'il y avait un problème d'adéquation et qu'au moment où le carburant était cher, il a fait baisser les prix du billet. Et globalement en Amérique du Nord il y a eu une loi qui a stipulé que les entreprises étaient responsables des données IA générées par leur entreprise, et donc ils ont dû continuer à accepter les billets. Donc en fait, il y a eu tout un sujet là-dessus. Il n'y a pas très longtemps, il y a de l'IA à l'intérieur de WhatsApp qui a permis de faire, de permettre d'informer des choses. Et pour travailler, et en fait il y a un peu de remontée de l'IA qui fait qu'on a réussi à avoir des informations. Alors c'était des numéros de téléphone et un numéro de compte bancaire. C'était pas un numéro, c'était ça, c'est déjà pas mal. Mais en fait du coup on s'aperçoit que mettre en place de l'IA dans tous les outils aujourd'hui, si elles sont pas maîtrisées, ça pose des problèmes. Il y a pas longtemps, il y a également Bing qui a intégré le moteur ChatGPT dans son mécanisme pour faire des choses. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu quelqu'un de Stanford qui a réussi à montrer qu'en utilisant ça trahissait les secrets qui étaient à l'intérieur du moteur de recherche. Tout à l'heure, je disais que l'IA peut mentir. Alors, imaginons le médecin qui utilise son IA. Il y a un avocat à New York qui a utilisé ChatGPT pour faire sa plaidoirie.
et qui a du coup fait référence à des arrêtés qui n'ont jamais existé parce qu'ils ont été inventés par l'IA. Donc ça pose quelques problèmes. Et puis, tant mieux pour ce monsieur-là, un chatbot de Chevrolet, qui est pas tout à fait de Chevrolet, d'une concessionnaire automobile qui avait mis en place des outils pour échanger sur les questions que peut se poser l'utilisateur. Et en fait, en manipulant le chatbot, il a réussi à avoir une voiture à $1. Et d'ailleurs, la concession a été condamnée à garder ce prix-là, puisqu'ils sont, la loi américaine est précise sur le sujet. Donc, ce monsieur a eu une belle voiture tout neuve pour $1. Alors face à ça, on s'aperçoit qu'il y a certains cas d'attaque qui remontent avec des nouveaux projets, des nouvelles choses. En fait, il y a déjà un truc très simple, c'est que ChatGPT, c'est une barre de recherche dans laquelle on peut poser quelque chose. Donc on peut faire de l'injection de code assez facilement. Et on se retrouve comme dans il y a 20 ans pratiquement, où au début d'Internet, au début des moteurs de recherche, c'était pas protégé et on se retrouve avec les mêmes mécanismes qu'avant. Et donc on a l'OWASP qui a sorti une liste donc ça c'est le top 10, mais on peut retrouver sur leur site les éléments, d'éléments essentiels concernant la partie cadre tous les risques d'attaque qu'on peut identifier. Et l'idée c'est d'utiliser finalement dans un schéma classique de cyberprotection l'ensemble de ces éléments pour aller mesurer et vérifier ce qui se passe au niveau des moteurs de recherche, des moteurs LLM. Et puis on a la même chose sur le MITRE qui donne également ces éléments finalement de process et de suivi pour comment se passent les différentes attaques et comment on peut contrer ça. Le but est vraiment de savoir comment les attaquants agissent là-dessus et comment ça peut être fait pour savoir comment on peut le contrer. Alors il y a quelques exemples, par exemple le prompt injection. Donc là, c'est l'exemple on demande à Gemini, fabrique-moi une bombe, explique-moi comment on fait. Bon, bien sûr, le moteur, il est fait pour ne pas permettre de le faire. Et puis en injectant un petit code qui va bien, mais finalement, on arrive à avoir l'information avec des schémas et tout ce qui va bien pour y arriver. Alors, je vous montre là, c'est des choses qui ont été faites par les chercheurs de l'équipe de Cisco. Il y a des choses qui ont été patchées et il y a des choses qui n'ont pas été patchées. Donc en fait, on est toujours dans un état aujourd'hui où les moteurs sont capables de donner de l'information qu'on n'a pas envie d'avoir. Le deuxième cas, c'est le cas de la supply chain. C'est qu'en fait, je vous disais que quand on construit une IA, on va on utilise des moteurs standards. Et les moteurs aujourd'hui sont sur Hugging Face, qui est la base de données globalement open source des moteurs LLM. Et puis qu'est-ce qu'a fait cette personne-là? Elle a récupéré un moteur qui était identifié dans Hugging Face comme un moteur avec une malveillance. Elle a téléchargé, elle a créé un nouvel utilisateur, elle a rechargé avec le virus, sauf que là il apparaît plus comme étant virolé, donc un utilisateur peut le télécharger et on voit que le résultat derrière c'est qu'on se retrouve avec une attaque. Donc là, l'autre chose, c'est de demander à ChatGPT de dire fournis-moi ton algorithme, comment tu travailles. Donc en fait, au lieu de dire poser une question, on lui donne, et donc en fait, il est capable de fournir le code avec les éléments, tout ce qui est finalement interne au moteur interne. Alors ça a été patché, vous pouvez plus le faire. Mais c'est quelque chose il y a sûrement d'autres solutions et d'autres possibilités avec d'autres moteurs, mais en gros on est capable d'aller récupérer de l'information interne sur le mode de fonctionnement de l'IA. Donc si on connaît ça, on sait comment la contrer, comment faire des choses de plus que ça. Donc c'est quand même des choses qui on était sur je crois une version 4 ou un truc comme ça, donc c'est pas si ancien que ça, pour dire que c'est des choses qui sont parce que les moteurs LLM n'ont pas été pensés à l'origine sur ce jeu-là, et on arrive aux dérives du sujet. Et puis donc là l'autre chose, c'est qu'on prend un fichier, ce fichier on lui met un code malveillant dedans, et puis on l'injecte à un moteur LLM. Et on lui dit, ça c'est, on dit que c'est les données d'Amazon, fais-moi une analyse financière. Et puis le moteur LLM ressort finalement un lien avec un truc, et quand on clique dessus, on tombe sur une page malveillante.
Donc tout ça pour dire qu'on est capable de faire de l'injection, que ce soit avec du code, soit avec des objets, avec des fichiers. Et ça également, il faut savoir le protéger. Si demain vous mettez une donnée interne dans un moteur même interne de l'entreprise, si il n'est pas protégé contre ce type d'attaque, finalement, on se retrouve dans des cas où il est possible de bypasser le système et de faire ce qu'on ne veut pas. Donc potentiellement d'avoir accès à des données, de modifier la donnée, donc ça peut aller très loin. Parce qu'il faut savoir quand même que ces moteurs-là, ils sont dans l'auto-apprentissage généralement régulier, et donc si on lui injecte de la mauvaise donnée, si on fait en sorte qu'on casse ces barrières-là, on est capable d'aller créer des problèmes plus graves. Alors du coup, comment on fait? Déjà, comme on l'a dit, il y a IA et IA. Quel est l'objectif? Donc est-ce que c'est un premier objectif, c'est permettre aux utilisateurs de mon établissement d'utiliser l'IA en toute sécurité. Je veux pouvoir donner accès à ChatGPT, à Gemini, à Mistral, parce que c'est des usages intéressants. Mais je veux le faire de façon sécurisée. Je veux pas que mes utilisateurs ils puissent extraire de la donnée sensible vers l'extérieur. Je veux que ça soit contrôlé, etc. Et la deuxième chose, je dis, je vais développer une IA interne, ce qui est une logique aujourd'hui et qui est tout à fait intéressante, de pouvoir manipuler les données sensibles qu'on peut avoir, avec soit pour mon personnel, c'est-à-dire soit vraiment les gens qui sont à l'intérieur de l'établissement, soit pour le public, comme par exemple mettre un chatbot au niveau de la page d'un établissement permettant de prendre des rendez-vous, d'avoir des questions, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que petit aparté là-dessus, c'est qu'hier je suivais une conférence de chercheurs en cryptographie qui annonce la possibilité de pouvoir demain manipuler des données cryptées sans les décrypter et sans qu'on puisse les déchiffrer. Donc en fait, on verra demain l'évolution. En attendant aujourd'hui, si on veut faire de la donnée dans un moteur LLM, il faut qu'elle soit compréhensible et donc si on met de la donnée quelque part, elle sera acquise et il y a cette problématique de droit. Donc dans le cas des IA publiques, quelques bonnes pratiques. Déjà la gouvernance. C'est ce qu'on fait depuis toujours sur l'IT, globalement, c'est définir une politique d'usage. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. C'est établir une charte d'utilisation interne sur l'IA. Et donc faire en sorte, ok, vous voulez utiliser l'IA, pas de problème, voici les bonnes pratiques, voici les mauvaises pratiques. Parce que ça veut pas dire que si on met des systèmes de protection interne, que l'utilisateur il va pas utiliser son PC perso ou son téléphone pour faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Donc il faut quand même aussi, dans cette analyse, avoir la notion au niveau de l'utilisateur. Et le prendre en compte surtout dans les analyses de risque. Aujourd'hui, les analyses de risque ne prenaient pas en compte ces problématiques d'IA parce qu'elles sont relativement récentes et nouvelles. Et donc, il faut que dans les analyses de risque aujourd'hui, prendre en compte cette problématique-là. Il faut former les utilisateurs. De toute façon, c'est toujours la problématique, elle est plus souvent humaine. On sait très bien que les attaques, elles sont pas, même si les robots commencent à attaquer et faire face à des robots qui défendent, ça reste l'humain qui est derrière. Et donc, il faut encourager l'usage de l'IA. Alors pourquoi il faut encourager l'usage de l'IA avec les bons outils, précis dans la phrase. Parce que si on le fait pas, il y aura du shadow AI. Donc en fait, à un moment donné, il vaut mieux être dans une politique d'encourager l'utilisation de l'IA, mais le faire dans les bonnes conditions. Et pour ça, il faut expliquer qu'est-ce que sont ces conditions-là. Il faut former à l'utilisation de l'IA, tout ce qui est prompt et autres dans les outils, pour aussi le faire pour que l'intérêt soit efficace et que les utilisateurs finalement restent dans les pratiques autorisées et normalisées de l'établissement. Et puis, il faut également sensibiliser au risque de l'usage de l'IA, expliquer que l'IA c'est un outil, mais ça ne reste qu'un outil, que il y a des données confidentielles qu'on ne peut pas sortir. Donc en fait, on a besoin de traiter sous ces sujets-là. Après, il faut mettre des mécanismes de protection, des nouveaux mécanismes de protection. Des outils de visibilité interne sur l'IA. Aujourd'hui, il y a des solutions qui vont être capables de monitorer ce qui se passe et de voir, ok, les utilisateurs ils accèdent à tel moteur public, ce moteur est autorisé, celui-là il l'est pas, etc. Donc mettre en place ces outils-là. Et
Et on est capable d'aller aussi un peu plus loin, c'est que ok, l'utilisateur il est capable d'aller sur Mistral AI, très bien, mais derrière il a poussé des fichiers qui eux sont nommés confidentiels. Donc je n'ai pas le droit de le faire ou qui intègrent de la donnée. Donc ça on est capable d'aller analyser finalement ce qui est fait, ou alors dit j'ai pas le droit de pousser de fichiers. Bon, on peut imaginer tout à fait tous les scénarios, mais on travaille sur des outils aujourd'hui comme ça. Et puis, mais ça c'est, on va dire assez classique, la protection de ces données. Alors dans la santé, par rapport à d'autres métiers, on a cette notion de données de santé, de protection, etc., qui est assez poussée, mais il faut quand même continuer là-dessus. Donc avoir une hygiène dans ces données, savoir déjà les catégoriser, savoir ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Il faut lutter contre le shadow AI et le shadow IT. Bon, c'est sûr que c'est pas nouveau avec l'IA, mais ça fait toujours partie et ça accélère les choses parce qu'on va être capable d'aller plus loin. Un petit exemple, l'utilisation de Copilot dans une entreprise qui est sur Office 365. Donc on est dans un mode où on se dit ben Copilot, ok, c'est le truc qui gère déjà, c'est dans la boucle, il n'y a pas de problème. Et là on s'aperçoit qu'en fait les utilisateurs, en faisant une simple requête, ils accèdent à des fichiers sur des SharePoint ou ailleurs, sur lesquels ils avaient accès mais ils ne le savaient pas, parce qu'en fait il y a une mauvaise gestion des droits, une mauvaise gestion des fichiers, et donc du coup ben, ça donne accès beaucoup plus facilement à des fichiers parce que la gestion des droits était mal faite qu'avant. Donc il faut aussi repenser ces aspects-là en se disant la donnée est plus visible. Donc il y a c'est aussi des problématiques de gestion d'identité, gestion des fichiers et tout ce qui va avec. Et l'intégration de l'IA dans les SOC. Alors pourquoi? Parce que on l'a vu tout à l'heure, l'analyste qui est une denrée rare où qu'elle soit, est quelqu'un qui va ne pas avoir envie de faire des tâches répétitives tout le temps. Et si on met pas des outils qui sont capables d'analyser ça, bah déjà les attaques aujourd'hui se font par IA, avec une bonne méthode pour être masqué, c'est d'envoyer des flots d'attaques et de passer une au travers, et donc bah, c'est celle qui sera pas analysée. Donc en fait, il faut arriver à mettre en place des outils qui sont capables de mieux comprendre ça et d'intégrer les comportements des utilisateurs dans l'IA et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est le cas des IA publics. Et puis, la deuxième chose, c'est on dit, ok, j'interdis ou je limite fortement l'utilisation de l'IA en tant que tel dans l'entreprise. Je veux pas que les gens ils aillent sur ChatGPT, sur Mistral ou autre. Donc je vais construire ma propre IA interne avec un moteur et je vais la mettre en place comme ça. Moi, c'est mes données, je suis tranquille, ça reste interne. Alors, c'est pas si simple que ça. Et on a pu voir les cas. Et en fait, il faut avoir cette démarche de développement cyber by design. Donc en fait, de comment on construit cette IA sur toute la chaîne pour arriver à qu'elle soit performante. Alors déjà, il faut bien choisir son modèle. Bon. Classiquement, on va sur Hugging Face, on va chercher un modèle, on l'utilise et on le met en place. Sauf que ben, il faut faire attention au modèle qu'on va utiliser. Il faut savoir qu'un modèle qui est fine-tuné est 5 fois plus vulnérable qu'un modèle qui l'est pas. Donc en fait, il faut faire attention à ces éléments-là. Donc se dire, ok, je vais récupérer un tel qui a bien le modèle, il est parfait, typiquement mon cas d'usage, mais il va être plus sensible. Donc il faut faire attention à ce truc-là. Alors ça peut être un usage, hein, mais il faut vraiment le regarder. Et puis il faut passer des tests de résilience sur tous les moteurs. Donc en fait, il faut vraiment tester les moteurs qu'on utilise pour savoir ce qu'il en est. Donc une fois qu'on a choisi son moteur, la deuxième étape, c'est on l'entraîne. Donc il faut l'entraîner avec bien sûr les bonnes données. Bon, on travaille sur l'anonymisation des fichiers, l'anonymisation de trucs, mais c'est bien, de temps en temps, il y a des fois on a besoin d'avoir plus que ça. Mais globalement, on travaille sur la donnée et il faut chiffrer les données, chiffrer les datasets qui sont fournis pour éviter que ces données qui sont sensibles et à qui on fournit en masse finalement à l'équipe qui gère ça soient disponibles facilement. Donc il faut vraiment voilà, suivre la gestion des données et faire très attention à ce que l'on en fait. Il faut aussi bien les choisir pour éviter que on y mette de la mauvaise donnée qui va donner des mauvais résultats globalement. Donc ok, on a fait ça, on a nos modèles. Donc généralement quand on fait ça, on fait pas un modèle, on utilise différentes itérations et on va tester ces modèles candidats pour les passer et trouver des outils d'évaluation
Alors quand je parle d'outils d'évaluation, c'est des évaluations de cybersécurité qui vont être capables, parce que le rendu globalement on l'a testé, mais qui vont savoir si est-ce qu'il est sensible aux différentes attaques que l'OWASP a pu mettre en avant. Et on va définir un seuil d'acceptance. Alors pourquoi? Parce que 100% on n'y arrive pas. Il n'y a pas un moteur qui sort à 100%. Donc ça veut dire qu'on va donner, je sais pas, un score, on va dire tout ce qui est au-dessus de 70%, je passe dans la phase d'après, ce qui est en dessous, je le jette. Donc en fait c'est du temps perdu, mais c'est nécessaire. Troisième phase, on développe son modèle final. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On réintègre l'ensemble des modèles qui ont passé le cap des 60-70%, et on en fait un seul modèle. Donc on l'analyse, on identifie le bon seuil, et là on prend un seuil qui est au-dessus. On était, je sais pas, à 60%, on dit maintenant c'est 90%. Et donc on refait passer le test à 90%. Et si ça passe pas, on refait une autre combinaison et on relance. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on se dit ok, j'ai mon modèle, qui est fini et je vais arriver. Mais comme je l'ai dit, il n'est pas à 100%, il est toujours à 90, 91, 92, etc. Mais on n'ira pas plus loin. Et donc dernière étape, on le met en production. On sait qu'il y a des failles dessus, mais on les connaît. Et c'est ça qui est important. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On met en place son moteur avec des mécanismes de type un peu comme un reverse proxy finalement qui sait faire du virtual patching, capable de combler le manque, les failles qui restent pour arriver finalement à notre 100%. Alors, 199, quelque chose. Bon. Et puis on le teste continuellement parce que dans l'évolution des données, le moteur peut changer de comportement. On reste sur des moteurs de type LLM qui sont pas des moteurs réseaux neuronaux comme on avait avant avec quelque chose qui était fixe. Donc c'est quelque chose qui continue à évoluer, donc on continue à le tester. Donc c'est pour ça qu'il faut bien dire, on est bien sur un développement, c'est un projet qui doit prendre dès le départ en compte les problématiques de cybersécurité. Si on se dit je prends un moteur, je l'entraîne, je fais tout et à la fin je teste, finalement on a toute une partie qui va être très compliquée à gérer. Et on peut se retrouver qu'à la fin, le truc qu'on a fait, il n'est pas exploitable. Donc comment, chez Axians, on aborde ce sujet-là pour la création d'une IA interne? Donc déjà, on va faire appel à plusieurs équipes chez nous. La première équipe, c'est HPCIA, qui est une équipe qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du computer de type HPC et aujourd'hui de l'IA. Je vous en reparlerai après. On va apporter des solutions d'hébergement également, parce que qui dit IA dit GPU avec beaucoup de capacités. Alors on peut avoir des petits moteurs qui sont assez simples, mais on peut aussi avoir besoin de beaucoup plus. En tout cas pour tout ce qui est l'entraînement, l'inférence et tout ce qui va bien, on en a besoin. Et puis on a Axians Cybersécurité qui est là pour arriver à proposer au fur et à mesure cette suivi dans la cybersécurité de l'IA. Donc un petit focus sur HPCIA avec un petit peu d'histoire. Donc dans les années 90, c'est là qu'ont commencé ce sujet-là. Donc c'est des anciens de spécialistes avec des data scientists qui ont travaillé sur le calculateur. Et le but c'était de faire quoi? De la modélisation d'images, de données. On avait un modèle, il fallait avoir une simulation numérique pour en faire le résultat. On peut plusieurs cas d'application, hein, ça peut être la météo, ça peut être pour l'aviation, ça peut être plein de choses. Et donc en fait, l'idée c'était d'avoir des solutions performantes. Donc du serveur, du stockage, du logiciel, tout ça pour arriver à créer finalement un écosystème permettant de faire une modélisation. Si on veut modéliser quelque chose de complexe et qu'on a un petit ordinateur, ça prend beaucoup trop de temps. En 2010, on a commencé à reparler, parce qu'il y a eu un petit trou dans l'IA, et pour la petite histoire, l'IA a commencé juste après-guerre. Et puis, dans la gestion de l'IA, il y a des choses qui sont évidentes pour l'humain. Reconnaître un chiffre, reconnaître un dessin. Je pense, dessiner un ours. Un gamin de 4 ans, il sait dire c'est un ours. Alors, si c'est moi qui le dessine, non, mais on va dire normalement oui. Alors que
un ordinateur pour définir que c'est un ours, c'est super compliqué. Et donc en fait, il y a eu un trou dans l'histoire de l'IA sur cette problématique-là. Et les évolutions sur le deep learning et sur les capacités en fait de machines ont pu permettre de résoudre ça il y a début des années 2000. Et en 2010, on a dû avoir le commencement des vrais projets sur du deep learning qui ont permis pas mal de projets. Et globalement, c'est quoi le deep learning? C'est on a un dataset. On envoie sur un réseau de neurones ce dataset, on va le passer dans ce qu'on appelle faire le tester, en fait, l'inférence. Grâce à ça, on en crée un modèle, et le modèle permet derrière d'apprendre, et en fait, on fait un cycle qui fait que derrière, on sait reconnaître. Donc, on va entraîner des chats. Je sais reconnaître un chat dans une image, ok, très bien. On me présente un chien, il sait pas. Donc, ça reste quand même cette problématique-là, et donc il faut entraîner un chien. Le problème, c'est que les moteurs neuronaux, ils avaient cette capacité à perdre la mémoire. Et donc quand ils savaient reconnaître un chat, on leur mettait des chiens, ils savaient reconnaître un chien, mais ils savaient plus reconnaître un chat. Donc en fait, on a ces problématiques-là qui arrivent, et c'est l'évolution des technologies qui ont permis, des nouveaux algorithmes qui ont permis de résoudre ça. Mais en gros, globalement, on était sur du deep learning. Et puis il y a eu quelque chose qui a vraiment révolutionné les choses, c'est le GPU, qui était en fait un moteur qui est capable une carte graphique qui est faite pour faire du graphisme, et quand on fait du graphisme, on module des matrices. Et en fait, c'est typiquement ce que fait un réseau neural, c'est une matrice. Et donc en fait, les GPU, c'est des formidables outils de calcul de matrice. Et puis 2020, l'arrivée des LLM, du GenAI, et là, on voit à peu près ce qu'il en est aujourd'hui avec tout ce qu'on peut faire. Et le problème des GenAI, c'est que c'est des moteurs de plus en plus gros. Donc en fait, on a Nano qui fait quelques téras. Et puis on se retrouve avec des moteurs qui grossissent, et puis on ne sait pas où on va aller. Et donc là, le moteur étant tellement gros, il faut qu'on arrive à trouver une façon différente de faire les choses. Et du coup, on s'est traité vers l'inférence qui est capable, c'est des moteurs statistiques qui sont capables de prédire certaines choses. Alors, la référence, c'est parce que l'équipe qui travaille dessus est toulousaine, donc c'est pour ça que vous allez voir. Bon, en plus, je suis pas sûr que ce soit la bonne année, mais c'est pas grave. Donc, on dit le Stade Toulousain est, le moteur d'inférence est dit la meilleure équipe d'Europe. Voilà. Et en fait, c'est mot par mot que ça va arriver. Et donc, du coup, c'est vraiment c'est un modèle qui est complètement différent. Mais du coup, ce modèle-là, il inclut, contrairement à la calcul du chat, où on sait que c'est un chat, etc., c'est de la statistique, et la statistique, elle est pas 100% juste. Elle est statistique. Donc globalement, une évolution en fait au fur et à mesure des solutions, et à chaque fois on a apporté sur du HPC, on avait un template avec des machines, des softwares et des équipements qui allaient avec. Quand on a rajouté le deep learning, il a fallu augmenter ce paramètre-là, et puis quand on rajoute finalement le fine tuning, l'inférence, le RAG et tout ce qui va avec, on augmente globalement, et donc en fait on a cette capacité de produire aujourd'hui des moteurs LLM et de les entraîner. Donc voilà, donc HPC-IA, c'est déjà plus de 20 ans d'expérience avec cette capacité d'accompagner sur les projets d'IA. Et deux produits, pour finir, qui sont capables de fournir, qui sont assez intéressants, c'est un LLM in a box. Donc en fait, c'est tous les outils, les équipements, donc carte GPU et tout ce qui va bien, pour permettre à des projets internes dans les entreprises de fournir. Et l'idée, c'est qu'on fasse ça, bien sûr, avec la brique de cybersécurité qui va avec. Deuxième chose, c'est le GPT in a box, donc qui est plutôt là pour faire de la recherche dans les documents. Le premier est plutôt sur de la création du GenAI, le deuxième est plutôt sur la partie recherche, information, documentaire et tout ce qui va avec. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute.